Bienvenue à cette présentation, au cours de laquelle je vais vous montrer comment réaliser un assistant de téléchargement pour faciliter la mise à jour de vos applications LabVIEW par leurs utilisateurs grâce au cloud, aux fonctions HTTP de LabVIEW et à d'autres outils du langage de programmation LabVIEW comme les expressions régulières. Au-delà des algorithmes, la mise à jour d'une application interroge les aspects organisationnels du développement, de la livraison et de l'utilisation d'un logiciel. Pour l'utilisateur, il est intéressant d'être autonome, non seulement dans l'utilisation du logiciel, mais aussi dans son installation et sa mise à jour ou non. Pour le développeur, les nombreuses étapes qui amènent la nouvelle fonction ou un correctif jusqu'à l'utilisateur doivent aussi être simples et rapides, si possible. La continuité est au centre des préoccupations des méthodes qui entendent organiser cette chaîne. Le déploiement continu, la livraison continue sont deux bons exemples dans lesquels notre assistant de téléchargement peut trouver sa place. Évidemment, ces méthodes vont bien au-delà de l'utilisation d'un seul outil. Le principe de la livraison continue se distingue par le choix d'une approbation humaine, notée manuelle sur ce schéma, des versions à livrer à l'utilisateur. L'assistant de téléchargement présenté ici prend donc sa place comme dernière étape d'une chaîne de livraison continue. Paint.NET est un exemple de logiciel utilisant un assistant de mise à jour, comme Notepad++, bien connu des développeurs, ou RocketChat, par exemple. Examinons ce dialogue de plus près. La première particularité est de s'afficher au lancement et seulement si une nouvelle version est disponible. C'est donc un moment approprié à plusieurs titres. L'utilisateur n'est pas occupé à autre chose. Au contraire, il vient précisément d'accorder son attention à l'application. Et il est aussi en situation de l'utiliser, donc de le tester et de réagir immédiatement en cas de problème ou de question. L'utilisateur voit clairement quelle version il utilise et quelle version lui est proposée. La fenêtre peut aussi décrire des fonctionnalités ou des correctifs apportés par la nouvelle version. Si l'utilisateur désire installer la mise à jour, eh bien, tout est fait pour qu'il puisse le faire d'un seul clic, et tout seul en autonomie. Mais il peut aussi décliner cette proposition, une liberté de choix qui est essentielle, parce qu'elle préserve aussi la possibilité de choisir le meilleur moment pour prendre le risque d'un bug ou d'une surprise liée à la mise à jour. Un dialogue bien conçu réunit donc de nombreux avantages pour l'utilisateur et notre logiciel. Mais dans un contexte où l'accès au dispositif instrumental que pilote LabVIEW est plus difficile, les avantages sont aussi nombreux pour aider le programmeur à poursuivre et à livrer son travail. Voyons maintenant comment se déroule une livraison avec notre assistant de téléchargement. Pour partager les fichiers, j'utilise un cloud. Dans mon cas, c'est une instance de Nextcloud. L'application locale de Nextcloud me permet de créer facilement des liens de téléchargement, publics ou non, pour chaque nouveau fichier. Quand le fichier destiné à l'utilisateur est prêt, je le charge sur le cloud par un simple glisser-déposer, puis je crée mon lien au menu du menu Nextcloud qu'on accède par un simple clic droit. Ensuite, j'ouvre un fichier texte, le fichier index, dans lequel j'inscris les informations qui décrivent ma nouvelle version. Voilà à quoi ressemble le dossier local Nextcloud qui synchronise les différentes versions proposées au téléchargement, ainsi que le fichier d'index qui les décrit toutes. J'ai choisi pour ce fichier un format spécifique pour éviter des problèmes posés par les exigences d'encodage de certains standards et aussi parce qu'il se prête bien à une édition manuelle en limitant les risques de saisie non conformes. 3 champs sont particulièrement importants. Tout d'abord, le lien de téléchargement du fichier d'installation de la version correspondante. Ensuite, le numéro de release qui est indépendant du numéro de révision du contrôle de source et que l'application doit pouvoir comparer à son propre numéro de release. Et enfin, la liste des nouveautés de la nouvelle version. Une fois ce travail fait, la balle passe dans le camp de l'utilisateur. Au
prochain démarrage de l'application, celle-ci va récupérer le contenu du fichier index grâce à son lien permanent qui est inscrit dans le code. Et si une ou plusieurs nouvelles releases sont détectées, le dialogue de mise à jour s'affiche. L'utilisateur peut alors décider de télécharger la nouvelle version et le programme utilise pour ça le lien permanent qu'il trouve dans le fichier d'index. Voilà donc à quoi ressemble le dialogue qui s'affiche en cas de disponibilité d'une nouvelle version. Et voilà ce qui se passe si l'utilisateur décide de la télécharger. Du côté du développeur, l'interface de Nextcloud offre une information intéressante. En effet, elle présente un historique des opérations réalisées sur le cloud, dans lequel figurent tous les téléchargements réalisés au moyen de liens HTTP vers des fichiers. On retrouve donc la trace des mises à jour réalisées ou non par les utilisateurs du logiciel. Pour terminer, nous allons examiner de plus près le code source de l'assistant de mise à jour. Il se présente comme une procédure qui est placée directement dans le VI de plus haut niveau en parallèle du reste de l'application. De cette manière, il est exécuté une seule fois au lancement du programme, mais ne risque en aucun cas de ralentir son ouverture, par exemple si les requêtes réseau prennent du temps. L'ensemble de la procédure aurait très bien pu être enregistré dans un seul VI. Mais le but du découpage en sous-fonctions n'est pas de créer des boîtes noires. Ici, j'ai choisi d'exposer une procédure en 4 étapes, ainsi que le lien permanent du fichier index qui est spécifique à chaque application, et la logique qui détermine l'affichage ou non du dialogue. Le premier VI, fetchIndex, utilise les fonctions HTTP standard de la BIOU pour récupérer le contenu du fichier index grâce à l'adresse de téléchargement fournie dans le code appelant. J'ai précisé dans ce VI les contraintes applicables au contenu du fichier index. Cette spécification est un exercice nécessaire pour le développeur, mais l'exemple d'un fichier concret est beaucoup plus intelligible en pratique au quotidien. Le second VI, extractIndex, analyse le texte, récupéré de façon itérative au moyen d'une expression régulière. Les expressions régulières sont un moyen très puissant pour analyser un texte, mais elles s'appuient sur une syntaxe complexe. Aujourd'hui, des outils en ligne facilitent énormément leur mise au point par les non-spécialistes. Troisième VI, Look for Change, passe en revue chaque release retrouvée dans le fichier index en comparant son numéro avec le numéro de l'exécutable appelant. Cette information est une métadonnée standard dans les exécutables Windows et le développeur l'a définie au moment de la compilation dans l'environnement LabVIEW. Ce troisième VI a aussi pour rôle de construire le texte qui décrit tous les changements apportés entre la release actuelle et celle qui est proposée au téléchargement. Il fournit enfin le lien de téléchargement de la nouvelle release. Le quatrième et dernier VI, Updater, assure le dialogue de mise à jour proprement dit. De nombreuses variantes sont imaginables. Dans mon cas, j'ai choisi de ne proposer que le téléchargement de la release la plus récente. Pour ignorer la mise à jour, l'utilisateur peut simplement fermer la fenêtre ou presser la touche d'échappement. Si le téléchargement est demandé, ce VI cherche le fichier situé à l'adresse transmise et ouvre un dialogue pour permettre à l'utilisateur de l'enregistrer où bon lui semble. Voilà, c'est la fin de cette présentation d'un assistant de téléchargement pour vos applications LabVIEW. Je vous remercie de l'avoir suivi et je remercie aussi le groupe LabVIEW User Group Luge pour l'organisation de cette rencontre. De mon côté, vous pouvez me rencontrer ou me contacter aux rencontres Luge et également pour les gens qui travaillent dans les laboratoires du CNRS, dans les réseaux métiers consacrés à la formation et l'entraide sur LabVIEW et sur l'instrumentation. Ok, merci Olivier, c'était rapide, on gagne un petit peu de temps sur le planning, c'est parfait. Alors il n'y a pas eu encore énormément de questions, donc n'hésitez pas à les marquer ou au moins à lever la main pour prendre la parole en direct. Je vais commencer à titre perso, j'avais une question. Quelle est la fréquence des livraisons que tu effectues pour un logiciel donné, par exemple? Est-ce que tu fais des mises à jour régulièrement ou pas souvent? Alors, pour moi, c'est très variable. Comme beaucoup de gens au CNRS, on a des projets qui peuvent être de très petite ou de très grande ampleur. C'est difficile de dégager une règle ou une régularité. Cependant, je dirais qu'il y a
y a des cas d'utilisation dans lesquels cet assistant de mise à jour se révèle utile. Je pense qu'il y a toute une période au début du développement, pendant lequel les specs se stabilisent un petit peu et où on apporte beaucoup de modifications assez rapidement parce que les choses sont encore faciles à structurer, bien décrites, etc. Et là, l'utilisateur est demandeur, en général très demandeur, donc c'est bien de livrer des mises à jour. Si on a une fonction et qu'elle est disponible dans la semaine, d'une semaine à l'autre, ou du jour au lendemain, c'est parfait. Et puis après, généralement, les choses se stabilisent et on a plus des mises à jour en cas de bug ou des petites demandes qui peuvent être espacées de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire de plusieurs années. D'accord, donc tu profites de la facilité du déploiement, principalement en début de projet, pendant la phase de construction du logiciel. Ok. Je le pense. Après, c'est un processus de livraison du logiciel qui est relativement nouveau dans mon usage à moi. Auparavant, je privilégiais des exécutions en mode source sur les expériences. Et c'est vraiment récent pour moi de privilégier parfois la distribution d'exécutables qui doit être utilisée si on passe par cet assistant. Mais qui offre les deux solutions ou offre des avantages intéressants. Ok. Il y a Cyril qui avait une question sur Nextcloud. Enfin, deux questions même, je vois. À la limite, Cyril, si tu veux poser ta question directement, tu peux aller mettre un micro. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Nextcloud et savoir si Nextcloud proposait une API peut-être pour automatiser le dépôt, la récupération du lien HTTP, etc. Alors, pourquoi Nextcloud? Tout simplement parce qu'on a une instance institutionnelle au centre de calcul de Lyon, qui fait partie de mon institut de recherche. Qui est donc... ça fait souvent quand on utilise des outils, on privilégie les outils institutionnels, bien sûr. Après, on en a d'autres. Le CNRS offre aussi des clouds de ce type. J'ai trouvé que Nextcloud était vraiment très pratique à l'usage. Il y a ce fonctionnement avec la possibilité de créer des liens en local et tout, qui rend les choses fluides. Ça marche très très bien. Et puis, est-ce qu'il y a une API? C'est une très bonne question que je me suis posée et j'ai pas consacré beaucoup de temps à y répondre. Je dirais d'une part parce que en réalisant ce petit code, cet assistant, je suis déjà allé, je pense, bien au-delà des pratiques de beaucoup de gens au CNRS sur les manips, en termes d'équipement, d'organisation du processus de livraison. Voilà. Donc, aller plus loin et puis me donner la peine d'essayer de trouver une API et puis d'automatiser encore plus toutes ces étapes pour un cas d'utilisation qui doit être finalement assez spécifique à moi, c'est pas trop dans ma mission, on va dire. Mais j'imagine que ça doit être possible. En tout cas, moi, j'y ai évidemment pensé. Si on automatise les tests, la construction du code et tout ça, on a envie de dire, à un moment donné, il y a peut-être un bouton à presser pour dire ça, je veux le valider, ça part vers l'utilisateur. Mais le reste, on voudrait que ça se fasse complètement automatiquement, oui, jusqu'au bout. Merci beaucoup. Les questions arrivent petit à petit. Il y a Nasser qui posait une question par rapport à ce que tu déploies avec cet utilitaire. Nasser, je ne sais pas si tu veux prendre la parole directement pour poser ta question. Ouais, non, je peux. Donc en fait, c'est vrai que je connaissais pas trop. Donc ouais, je me posais la question parce que là, j'ai vu que c'était des exécutables. Mais est-ce que ça marche aussi pour des fichiers de config? D'ailleurs, si y a un exécutable qui a plusieurs fichiers de config, est-ce que ça marche bien, ça aussi? Et aussi, pourquoi pas avoir travaillé avec des packages directement plutôt qu'avec l'exécutable? Donc, alors, la première question concernant les fichiers de config. Ça, j'avoue que je connais pas très bien les usages d'autres développeurs en ce qui concerne les fichiers de config. Dans mon cas, je stocke toujours ces fichiers sur des dossiers qui sont complètement indépendants du dossier d'installation. Ça veut dire qu'à la première installation, pour ainsi dire, ils n'existent pas. Ils sont créés à partir de modèles qui peuvent être joints à l'exécutable quand on compile le code dans la view. Et puis après, ils sont customisés, ils se transforment en fonction de l'usage de la personne. Et quand on va faire la mise à jour, le nouveau programme va trouver les anciens fichiers et c'est à la charge du développeur de faire en sorte que ce soit compatible et qu'il récupère toutes ces valeurs d'initialisation dans les fichiers existants. Voilà.
Ça serait ma réponse pour la première partie. Et la deuxième partie, je crois, au niveau de l'utilisation de package, eh bien là, ça rejoint peut-être ce que je disais avant sur le niveau d'expertise qu'on déploie ici quand on fait des programmes au CNRS. Personnellement, je ne suis pas allé vers l'utilisation de package. Je n'ai pas utilisé ce système. Je suis conscient qu'il y a effectivement une alternative, un peu en principe, là, de ce côté-là. Mais je la connais mal. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas creusé dans cette direction. D'accord, merci. J'en profite pour intercaler une petite question. Donc cet utilitaire, tu l'utilises à titre personnel pour tes projets. Au sein du CNRS aussi, tu sais s'il y a d'autres gens qui l'utilisent, ou voire même plus ouvertement, est-ce que cet outil-là, tu l'as mis à disposition du grand public ou pas? Alors, en ce qui concerne l'utilisation actuelle, c'est très simple. J'ai développé ça en mars dernier. D'accord. Pas il y a 5 ans. Donc, cette présentation, c'est déjà un gros effort de mise à disposition, même en interne. Il faut dire qu'au CNRS, il y a très peu de réutilisation de code. Je pense même dans un laboratoire particulier, la réutilisation, on la pratique individuellement. Dans le meilleur des cas, c'est déjà pas simple. Mais il faut constituer des groupes vraiment organisés pour avoir une réutilisation efficace, et ça n'existe pas à ma connaissance au CNRS. Donc après, on est libre de partager les choses, et moi, ça c'est un code que je protège absolument pas et que je diffuse volontiers à qui voudra l'essayer et l'utiliser. Je me suis pas encore donné la peine de faire un lien permanent ou bien de le stocker là où il serait accessible sur GitLab, par exemple, puisqu'on utilise beaucoup ces outils-là maintenant. Moi, je les utilise moi-même. Ce serait un moyen de partager ce code. Mais voilà, s'il y a 15 personnes qui m'envoient des messages après cette présentation, ce sera fait dans la semaine. Sinon, il suffit de me contacter. Quelque chose qui viendra peut-être par la suite. Et je pensais au code, mais aussi également à tes pistes de réflexion sur comment tu avais construit l'outil par rapport à tes besoins, quels pouvaient être les besoins, voire essayer d'un peu plus loin, pas forcément l'utilitaire en soi, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Il y avait Maxime qui avait une question ou une remarque. Maxime, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, un peu. Oui, je me posais la question, effectivement, j'ai vu dans ta présentation, c'est un outil intéressant, effectivement, que tu proposes de télécharger un zip qui contient tous tes fichiers. Est-ce que tu t'es posé la question de trouver une méthode pour remplacer directement l'exécutable, comme on pourrait avoir si je prends un Notepad++, quand je l'installe la mise à jour, il se relance et j'ai la nouvelle version. Parce que pour avoir essayé des choses, on est généralement bloqué par le verrouillage de l'exé qui est déjà en cours d'exécution. Je voulais savoir comment du coup là c'est manuel. Est-ce que toi ou quelqu'un d'autre a déjà trouvé une technique pour faire une mise à jour complète automatique? Oui, c'est aussi une question qui s'est posée. Moi, j'ai choisi, on va dire, le meilleur compromis d'efficacité, qui consistait quand même à laisser un geste assez simple à l'utilisateur, qui est celui de dézipper un exécutable. En fait, il y a beaucoup d'éléments d'organisation autour. Par exemple, dans ce fonctionnement avec des exécutables, là, et dans les cas d'utilisation qui sont assez peu nombreux pour l'instant de mon côté, moi, je fais toujours en sorte d'avoir des exécutables portables. C'est-à-dire que où qu'on place le fichier sur le disque, c'est un seul fichier exécutable qui va retrouver tous ces petits, qui va travailler pareil. Voilà, il n'y a pas trop de contraintes au niveau de l'endroit où il est situé ou des choses qu'il trouve sur le disque. Donc ça, c'est une première chose et c'est important, mais c'est pas obligatoire non plus. Si on s'organise pas pour le faire, ça peut compliquer les choses. Ensuite, je voulais pas diffuser un installateur complet, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont plus utiles une fois qu'on a fait la première installation. Donc, il y a d'autres moyens de donner aux utilisateurs des liens vers, par exemple, les drivers ou bien le runtime de la view quand on a besoin de le changer. Voilà. Après, pour les mises à jour régulières, il n'y a vraiment que le minimum. Comme ça, c'est un téléchargement rapide, c'est un petit fichier. Et puis, l'idée du zip, en fait, mon exécutable a toujours le même nom. Ça aussi, c'est un parti pris. Il n'y a que son numéro de version dans les métadonnées qui change. Ça veut dire que si je le dézip sur le bureau, parce que mon exécutable est sur le bureau, je vais écraser l'ancienne version assez facilement et puis il va en prendre la place. Par contre, les zips, eh bien, ça permet d'inscrire dessus les numéros de version. Ils ont donc chacun un nom unique et on peut garder tous les zips sur son bureau pour revenir facilement à une version antérieure. Et donner le contrôle à l'utilisateur sur le retour en arrière sur une ancienne version ou autre, c'est des choses
qui paraissent simples quand on utilise les systèmes de contrôle de version, Git et compagnie, parce qu'on fait ça en tant que développeur, mais l'expérience utilisateur n'est pas forcément là, parce que lui, s'il n'utilise pas Git, il ne va pas s'y mettre facilement et il ne saura pas le faire. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis organisé. Alors, rendre l'exécutable capable de se remplacer lui-même, effectivement, ça pose un petit peu des problèmes système que j'ai tout simplement pas essayé d'aborder. J'insiste encore une fois sur le fait que, du coup, dans le processus que je propose, il y a la liberté de l'utilisateur de faire les choses ou non. Et ça, si on automatise le remplacement de l'exécutable par lui-même, il faut le garder à l'esprit. Je pense que ça, on a envie de laisser le contrôle aux utilisateurs quand ils sont sur des dispositifs instrumentaux, parce que voilà, parfois ils n'ont pas envie de s'exposer à un possible bug 0D, quoi. Merci. Petite question, tout à l'heure tu avais dit que tu avais bridé la fonctionnalité de ton utilitaire en ne proposant que le téléchargement de la dernière version. Dans l'optique de proposer un mécanisme de rollback rapide en cas d'installation d'une nouvelle version buggée, c'est quelque chose sur lequel tu vas travailler pour, en termes de fonctionnalité, permettre de revenir en arrière ou au moins d'un cran ou deux. Oui, donc actuellement, comme je disais, c'est le fait que l'utilisateur conserve les zips qu'il a téléchargés au fil de l'eau, déjà, qui lui permet de revenir aux versions qu'il connaît. D'accord, c'est manuel du coup. Ça, c'est manuel, effectivement. Mais quelque part, en fait, vous avez vu le dossier Nextcloud en local qui contient toutes les versions téléchargeables. Chaque version a un lien. Pour l'instant, j'ai utilisé que des liens de fichiers, mais en fait, on peut tout faire avec ces liens et avec les API web. Je pourrais très bien faire un lien sur le dossier lui-même. Ça veut dire que Nextcloud ouvrirait une page avec la liste de toutes les versions et du fichier index. Et ce lien, si je le donne à l'utilisateur, il peut aller chercher la version qu'il veut dans le dossier, sans utiliser de lien précis. En fait, on peut imaginer plein de choses de cette façon-là. C'est vraiment l'imagination est la limite. D'accord. Voilà. Il y a Olivier qui levait la main. Ouais, juste deux petites remarques. J'ai mis dans le chat un lien vers un outil qui est proposé par StudioBods, qui, entre autres, permet la mise à jour aussi ce que tu proposes. C'est pas en concurrence, hein, c'est pour dire que ça existe. Oui, Moi, j'ai jamais utilisé. C'est payant au bout d'un certain nombre de licences. Donc voilà, c'est juste pour signaler. Et deuxième point sur les packages, par rapport à la remarque de Nasser et par rapport à ta deuxième remarque sur le fait que quand tu télécharges un installeur, il y a beaucoup de choses qui est inutile une fois la première installation. Les packages, c'est un truc à creuser. Moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans là que je les utilise bien à la place des installeurs. Et on peut avoir un package en fait qui connaît les différents drivers, les différentes ressources qui sont nécessaires en dehors de l'exécutable. Donc, on a un package très léger. Et si la machine sur laquelle on installe a Internet, NI Package Manager, il va s'occuper d'aller télécharger les versions qui sont demandées par l'exé. Donc c'est vraiment un moyen, enfin moi je trouve qu'il est assez puissant par rapport aux problématiques de taille d'un MSI généré habituellement par la vue. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi pour les packages. C'est vrai que c'est la vieille problématique de l'enfer des dépendances sur les systèmes. Et on voit que dans Linux en particulier, il y a beaucoup de gestionnaires de paquets qui se sont développés et qui ont beaucoup de succès. C'est pas étonnant que Eni en fasse aussi, et c'est certainement une très bonne solution à creuser. Donc, voilà. Et du côté des produits existants, je m'étais renseigné également avant de réinventer cette petite roue, et j'avais trouvé effectivement des grosses roues. Je pense que j'étais tombé sur le produit de StudioBod qui faisait dans mon cas beaucoup plus que ce dont j'avais besoin, clairement. Donc c'est vrai qu'il y a des outils professionnels qui existent, c'est normal, il y a des gens qui font du code professionnellement avec la Vue. Ça propose beaucoup de choses, c'est très puissant. Voilà, pour moi, c'était beaucoup plus gros quand même que ces quelques VI que je pose dans mon VI principal. Oui, non, mais clairement. Je trouve qu'il n'y a pas de concurrence, c'est deux solutions. Oui, c'est bien de les connaître. Voilà. Il nous reste 3 minutes, ça laisse peut-être le temps pour Hichem de poser sa question. C'était une question sur est-ce que l'outil que tu présentes proposait cette fonctionnalité ou peut-être une idée d'évolution. Hichem, je ne sais pas si tu veux prendre la parole.
Oui, salut, vous m'entendez? Très bien. Eh ben, en fait, ma question, est-ce qu'il est possible d'activer ou désactiver l'outil en fonction de profil d'utilisateur? Si l'utilisateur c'est un admin, je peux activer l'outil. Si c'est un opérateur, bah, je désactive l'outil. Bah écoute, ça c'est toute cette gestion conditionnelle ou de contrôle d'accès, c'est quelque chose à intégrer au niveau du programme principal par-dessus la procédure de l'utilitaire de mise à jour. Effectivement, hein, tout le bloc qui va rechercher la mise à jour, on pourrait faire des traitements avant, on pourrait aller vérifier quelle session est ouverte, essayer de s'assurer de l'identité de l'utilisateur avant de proposer la mise à jour. C'est complètement faisable, mais c'est une couche, disons, c'est une couche au-dessus, quoi. C'est une couche à mettre dans le programme général. D'accord, merci. Bon, il y a pas mal de réactions par rapport au système de gestion de paquets qui existe, hein, aux différentes possibilités. Je suis pas sûr qu'on ait trop le temps d'en parler ici. Prochaine présentation. Pour le prochain luge. On pourra si quelqu'un a envie d'en parler. On pourra creuser le sujet un peu plus tard. Mais il est 59. Je te propose, Olivier, de clôturer ta présentation et de passer à la suivante. Ok, très bien, merci. C'est bon pour toi? Pas de souci.